Les amis, dans cette vidéo, on va voir comment investir en bourse avec un PEA. Donc on est sur un guide complet, ça va se dérouler en plusieurs étapes. Premièrement, c'est quoi le PEA? Ensuite, on verra les conditions à respecter pour ouvrir un PEA, puis les avantages et inconvénients, le fonctionnement des retraits, la fiscalité, qu'est-ce qu'on peut acheter avec cette enveloppe, où ouvrir son PEA, bien vérifier qu'une action ou un ETF est éligible PEA, ça c'est hyper important. Et puis on finira par acheter un ETF avec un PEA directement sur Boursorama, donc je l'achèterai en direct. Et pareil, comment vendre un ETF sur un PEA Boursorama, mais bien entendu ça pourrait aussi être une action. Donc on est parti de suite, prenez-vous un petit truc à boire, un petit truc à manger, parce que la vidéo risque d'être plutôt longue, mais comme ça il y a vraiment toutes les informations sur le PEA et c'est un guide qui sera, j'espère, le plus complet possible de ceux qu'on peut retrouver sur YouTube. Donc première étape, on commence par c'est quoi le PEA? Alors le PEA, c'est un plan d'épargne en actions, donc c'est un produit d'épargne qui permet d'acquérir des actions d'entreprises françaises ou européennes tout en bénéficiant d'une fiscalité avantageuse. Alors ici on peut voir quelques entreprises au sein duquel j'ai mis quelques croix, donc notamment Apple, Amazon, McDonald's, Facebook, qui sont des entreprises non européennes et non françaises, mais il faut savoir qu'on peut quand même investir hors marché européen, mais ça se fera uniquement via des ETF qui seront des ETF synthétiques. Ça permettra d'investir à la fois sur les marchés émergents en Chine, au Brésil, aux États-Unis, sur des entreprises comme Apple, Amazon, mais on ne pourra pas investir en direct avec des actions individuelles. Ensuite, les conditions à respecter pour ouvrir un PEA. Alors il y a 3 conditions. Première condition, c'est le domicile fiscal. Donc on peut ouvrir un PEA à condition d'être domicilié fiscalement en France. Donc il ne suffit pas d'être français, il faut vraiment résider fiscalement en France. Ensuite, en deuxième point, au niveau de l'âge, donc il faut être majeur pour pouvoir ouvrir un PEA. Et en troisième point, on peut détenir uniquement un PEA par personne. Et ce qui est assez intéressant, c'est que par contre, les enfants mineurs ou majeurs qui sont rattachés au foyer fiscal de leurs parents, ce qui prend en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, peuvent aussi ouvrir un PEA, mais du coup, ça sera un PEA jeune. Et ça a quand même un avantage, c'est que ça permet quand même d'investir pour son enfant, si on souhaite investir pour son enfant. Par contre, c'est limité à 20 000 euros, mais c'est quand même déjà ça. En troisième point, les avantages et les inconvénients du PEA. Alors on commence par les avantages. Premier avantage, c'est la fiscalité qui clairement est incroyable lorsqu'on est résident fiscal français. C'est qu'au bout de 5 ans, pour un Français qui est résident fiscal français, on paiera uniquement sur les plus-values 17,2% de prélèvements sociaux. Et on n'aura pas d'impôt. Donc ça c'est plutôt un avantage parce qu'on va comparer le PEA au compte titre tout à l'heure, c'est vraiment pas la même. En deuxième point, on n'a aucun impôt en cas de vente au sein de l'enveloppe du PEA. Ça c'est assez intéressant, notamment pour les personnes qui investissent dans des actions qui versent un dividende, dans des ETF qui versent un dividende, donc qui sont distribuants. Imaginons si j'investis sur une action individuelle française qui verse un dividende comme Total, avec un compte titre, et si j'ai un compte titre et que j'investis sur Total, dès que je vais recevoir un dividende, je vais devoir le déclarer. À l'inverse du PEA, tant que finalement on laisse notre dividende dans l'enveloppe du PEA et on ne la retire pas sur notre compte bancaire, il n'y a pas d'impôt. Donc c'est une enveloppe qui est capitalisante, donc ça c'est hyper intéressant parce qu'il n'y a pas d'impôt à ce niveau-là. En troisième point, c'est un outil puissant de diversification, parce qu'on peut acheter des actions individuelles, mais aussi des ETF. Et on l'a vu avec les ETF d'ailleurs synthétiques, qu'on verra à la fin parce que sur l'achat en direct, je pense que j'achèterai un ETF synthétique pour montrer où les trouver. Et on peut du coup investir même de partout dans le monde au final. En quatrième point, c'est une gestion simple à un coût limité. C'est qu'au final, on va le voir, avoir un PEA, ça coûte très peu cher au final, même s'il faut faire attention à certains frais. Et pareil, ça on le verra sur où ouvrir son PEA. Les inconvénients maintenant. Il n'y a pas d'avantage fiscal si retrait des fonds avant 5 ans. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un PEA, c'est vraiment pour les investisseurs déjà résidents fiscal français, mais au-delà de ça, qui souhaitent investir sur le long terme, parce que pendant les 5 premières années, il n'y a pas la possibilité de retirer ses fonds, ou du moins de vendre ses positions, puis de retirer ses fonds. On peut vendre dans l'enveloppe fiscale, et ça va rien faire pour le coup, mais par contre, retirer son argent sur son compte bancaire qu'on a investi sur son PEA au bout de moins de 5 ans, ça va clôturer notre PEA, parce qu'il faut attendre minimum 5 ans. Et au-delà de ça, de clôturer notre PEA, on n'aura pas l'avantage fiscal qui est de ne pas payer d'impôts, mais on va payer des impôts avec les prélèvements sociaux. Alors que si on aurait attendu 5 ans, on aurait uniquement les prélèvements sociaux à payer sur les plus-values. Donc ça crée une réelle différence. Au final, ça serait comme un compte titre, sauf qu'en plus, ça fermerait notre PEA. Il faudra en réouvrir un, réattendre 5 ans pour qu'on ait réellement cet avantage fiscal qui est de ne pas payer d'impôts.
En deuxième point, c'est des versements plafonnés à 150 000 euros. Alors sur le PEA, on ne peut pas déposer plus de 150 000 euros, c'est déjà pas mal, mais c'est vrai que certaines personnes, notamment des personnes qui ont beaucoup d'argent, en général, le PEA, ils le remplissent très très rapidement, même quelqu'un qui est très riche peut le remplir en un an, parce que c'est hyper intéressant. Cette personne qui a finalement un impôt sur le revenu qui est très très élevé à 30%, 40%, 45%, tout ce qui va générer en bourse en termes de plus-value, il aura uniquement les prélèvements sociaux à payer qui sont de 17,2%. Et il n'aura pas du coup l'impôt sur le revenu en plus à la fin. Non, il paye les prélèvements sociaux et c'est sur son compte et c'est réglé. Donc c'est vraiment un gros avantage. Mais par contre, effectivement, c'est plafonné, donc on ne peut pas non plus déposer des centaines et des centaines de milliers, voire de millions d'euros, c'est 150 000. En troisième point, c'est un choix moins important d'ETF et d'actions que sur un compte titre. Parce que déjà, on ne va pas avoir d'actions individuelles qui ne sont pas européennes, donc comme les GAFA avec Apple, Microsoft, Tesla, les autres boîtes aussi qui sont finalement des autres entreprises qui ne sont pas européennes, pour le coup on ne les trouvera pas. Donc on a un choix moins important. Pareil au niveau des ETF, même au niveau des ETF synthétiques, c'est-à-dire qui sont éligibles au PEA, étant donné que les gros ETF en général ne sont pas éligibles PEA, étant donné que dans certains pays, mis à part la France, ça n'existe pas le PEA. Donc aux États-Unis, les ETF Vanguard, qui sont des ETF avec souvent des très très gros encours sous gestion, ne sont pas éligibles PEA. Donc on peut les avoir en France, mais dans un compte titre. Par contre, on va voir qu'il y a quand même possibilité d'avoir des ETF éligibles PEA, et il y en a quand même pas mal. Donc ça se développe de plus en plus, et ça c'est vraiment un gros avantage pour le coup. Donc voilà pour les avantages et les inconvénients, mais clairement pour quelqu'un qui est résident fiscal français, le PEA c'est une enveloppe fiscale qu'il ne faut pas négliger, parce que c'est pour le coup un super bon levier. Pas d'impôt au bout de 5 ans. Au-delà de ça, on peut quand même bien se diversifier avec des actions européennes ou sinon des ETF européens, ou même des ETF du coup qui ne sont pas sur l'Europe mais qui sont sur d'autres pays, les États-Unis. On peut investir sur la S&P, on peut investir sur d'autres pays. Donc ça c'est vraiment un gros avantage. Ensuite, on passe au retrait avec un PEA. Alors, les retraits avant 5 ans entraînent la clôture du plan, donc du plan épargne-action, sauf dans les cas suivants. Ça, c'est intéressant si vous êtes dans cette situation, lors de la reprise ou la création d'une entreprise. Donc, si imaginons vous avez un PEA aujourd'hui et dans 3 ans, vous créez une entreprise et que votre PEA a que 3 ans, si vous voulez, vous pouvez finalement retirer vos fonds et ça ne va pas entraîner la clôture du PEA. Donc ça, c'est quand même un gros avantage. Tandis que si clairement, on n'est pas dans cette situation de reprise ou de création d'entreprise, il y aura la clôture du PEA. Et en deuxième point, c'est suite à un licenciement ou sinon une invalidité ou la mise à la retraite anticipée du titulaire ou de son époux. Donc si on se retrouve dans ces situations, ça clôture pas le PEA. Par contre, si on est en dessous des moins de 5 ans, ce qu'il faudra quand même prendre en considération, c'est qu'il y aura quand même l'impôt. Impôt plus prélèvements sociaux sur les plus-values. Mais au moins, il n'est pas clôturé. Tandis que si vraiment on retire avant 5 ans et qu'on ne remplit pas ces deux conditions ou une de ces deux conditions, pour le coup, ça le clôture et on paye pareil un impôt plus prélèvements sociaux. Ensuite, la fiscalité. Alors là, c'est pour comparer le PEA à un compte titre. Alors j'ai pris ici les mêmes exemples. Une personne qui a 37 500 euros sur son PEA, plus 4 691 euros de plus-value latente au bout de 6 mois. Donc si cette personne veut récupérer sa plus-value, comme je l'ai indiqué ici, sur son compte bancaire personnel, si elle est sur son PEA, elle va devoir vendre ses positions. Pour le moment, il n'y a pas de fiscalité. Mais par contre, une fois qu'elle a vendu, là, si elle veut récupérer son argent, si elle est en dessous des 5 ans, on l'a vu, pas d'avantage fiscal plus clôture du PEA. Par contre, si elle est au-dessus des 5 ans, elle peut le faire en bénéficiant de l'avantage fiscal et sans clôturer son PEA. Donc, imaginons si cette personne retire ses 4 691 euros sur son compte personnel, elle ne devra pas payer d'impôt du coup parce qu'elle est au bout de la 6e année, ce qui nous fait 4 691, donc de plus-value, fois le taux de prélèvement, donc qui est de 17,2, donc ce qui correspond à 806,85 euros de frais au niveau des prélèvements sociaux. Après, avec le compte titre, la même situation. Alors le compte titre ordinaire, pareil, plus-value de 4 691 au bout de 6 ans, la personne décide de récupérer sa plus-value sur son compte bancaire personnel avec le même montant. Là, la personne devra s'acquitter des prélèvements sociaux plus de l'impôt. Donc 17,2% de prélèvements sociaux, plus 12,7% d'impôt, ce qui fait une flat tax à 30%, ce qui correspond à 1407 euros. Donc c'est quasiment le double. Là, on est à 806 euros finalement de prélèvements sociaux. Et là, vu qu'on a prélèvements sociaux plus impôts, on a 1407. Donc ça montre vraiment l'intérêt du PEA aujourd'hui
pour les personnes résidant fiscalement en France. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, quoi acheter avec un PEA? Alors là, on peut acheter plusieurs choses, mais on va vraiment sortir les deux choses qu'on risque d'acheter le plus avec un PEA. À la fois des ETF, donc imaginons, là c'est les 40 plus grosses entreprises françaises, donc c'est le CAC 40, on pourra acheter un ETF CAC 40 avec les 40 entreprises. Donc ça c'est éligible PEA parce que c'est européen, donc français. Par contre, si on souhaite investir sur le S&P 500, c'est possible, même si c'est pas européen. Par contre, ça sera avec un ETF à réplication synthétique. Donc c'est un petit peu compliqué, mais c'est un système de swap de performance qui permet finalement de faire en sorte que deux entités, deux entreprises s'échangent la performance pour rendre un ETF éligible PEA. Parce que de base, quand c'est sur le PEA, il faut qu'il y ait au minimum 80% d'entreprises européennes dans un ETF. Et si on investit sur la S&P 500, c'est que des entreprises américaines. Donc en réalité, c'est pas possible. Mais vu que c'est deux entités qui s'échangent une performance, ils arrivent à faire finalement un système qui fiscalement intègre cette partie éligibilité PEA. Et à côté, on a les actions individuelles. Donc ici, j'ai pris Total Energy, mais on aurait pu prendre n'importe quelle action qui est située en Europe. Donc encore une fois, par contre, les entreprises qui ne sont pas situées en Europe, les actions individuelles, c'est pas possible hors ETF synthétique. Ensuite, où ouvrir son PEA? Alors, il y a 4 gros acteurs. N'hésitez pas à me dire si vous en avez d'autres d'acteurs sur le PEA, mais c'est vraiment les 4 que je retrouve à chaque fois et même où la majorité des personnes ont leur PEA. Alors, on a Bourse Direct. Bourse Direct, il faut savoir que c'est le moins cher. Donc, si on souhaite vraiment trouver le moins cher, actuellement en France, c'est Bourse Direct. Moi, j'ai eu mon PEA sur Bourse Direct au début que j'ai transféré chez Boursorama parce que j'avais eu des soucis au niveau du service et tout. Donc, j'ai décidé de transférer, mais en tout cas, c'est le moins cher, donc c'est vraiment l'avantage. Ensuite, on a Boursorama. Alors Boursorama, c'est pas le plus cher, mais disons que c'est le prix moyen, quoi. C'est le prix moyen, j'ai mon PEA chez eux, et pour moi, clairement, c'est le top, parce que c'est à la fois une banque, à la fois un PEA, donc c'est beaucoup plus simple à gérer. On n'a pas besoin de faire un transfert de sa banque à son PEA qui est situé dans un autre organisme. Tout est situé au même endroit, donc ça facilite les choses. Au-delà de ça, Boursorama, lorsqu'on ouvre un compte, en fait, il faut ouvrir un compte Boursorama Banque, qui est gratuit, avec une carte bancaire où il n'y a pas de frais ni rien. Et après, une fois qu'on a un compte Boursorama Banque, on peut ouvrir un PEA. Pareil, l'ouverture est gratuite, il n'y a pas de frais de garde comme Bourse Direct, il y a des frais à l'achat un petit peu plus élevés qu'au Bourse Direct, et il y a un inconvénient à Boursorama que je trouve qui n'était pas avant, c'est qu'aujourd'hui maintenant les ordres d'achat sont de minimum 100 € sur le PEA. C'est-à-dire que si, imaginons, je souhaite acheter une action Air France, je sais pas, on va dire elle coûte 6 € l'action Air France, je peux pas en acheter qu'une seule, il faut que je passe un ordre de minimum 100 €. Donc ça, c'est l'inconvénient. Après, moi, vu qu'en général, je passe plusieurs ordres par le mois et que ça dépasse quand même 100 €, dans mon cas, ça me dérange pas. Mais si quelqu'un vraiment souhaite investir que 5, 10, 20 € par mois, Bourse Direct serait plus intéressant. Mais Boursorama, pour des ordres plus importants, pour moi, c'est beaucoup mieux au niveau service client, au niveau ergonomie de la plateforme. Ensuite, on a 2 autres acteurs, Fortuneo, qui est ici, et on a ING. Alors ING, de toute manière, maintenant, ça va plus être possible parce qu'ils sont en train de fermer leur service en France. Donc toutes les personnes qui ont des PEA chez ING, je ne sais pas trop comment ils vont faire. Peut-être qu'ils vont être redirigés sur Bourse Direct, Boursorama, Fortuneo. Et après ici, j'ai mis aussi les avis parce que je pense que c'est important à prendre en considération aussi. Parce qu'un PEA, il faut se dire qu'on va garder son PEA au minimum 5 ans. En tout cas, si on souhaite profiter de l'avantage fiscal. Donc si possible, il faut être sur une boîte qui a quand même, de manière générale, de bons avis. Et là, on peut voir que Bourse Direct, 2,5, donc c'est moyen, on va dire. Boursorama est quand même très bien noté, 4,2. On peut voir le nombre d'avis d'ailleurs ici. Et Fortuneo, 2 et ING, 1,5. Donc ING sont même en mauvais. Donc moi, en tout cas, si on aurait 2 à conseiller, c'est Boursorama et Bourse Direct si on souhaite passer des ordres petits parce qu'il y a moins de frais. Mais je trouve que le service client est pas top du tout. Donc voilà par rapport à ça. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte Boursorama, je mettrai mon lien en description qui permet de recevoir à l'ouverture de son compte, je crois que c'est 80 € offerts, en sachant que l'ouverture du compte est gratuite et pareil, l'ouverture du PEA est gratuite. Donc comme ça permet d'avoir 80 € offerts à l'ouverture du compte. Donc c'est quand même plutôt cool. Ensuite, on passe à l'autre élément qui est juste ici.
Alors là, on va passer alors Morningstar et ici il y a Boursorama. Alors pourquoi? Parce que on va passer à la partie finalement comment vérifier qu'une action ou qu'un ETF est éligible PEA. Parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas se louper. Notamment si on souhaite investir sur des marchés qui ne sont pas européens, il faut bien vérifier qu'ils soient bien éligibles PEA. Alors Morningstar, c'est un super site pour pouvoir trouver des ETF. Donc il suffit d'aller dans ETF et après on a pas mal de rubriques qu'on peut visualiser pour trouver les ETF les plus intéressants par rapport à ce qu'on souhaite faire. Mais moi j'ai plus l'habitude d'utiliser Boursorama. Donc pour le coup je vais utiliser Boursorama. Alors c'est pas Boursorama Banque, c'est Boursorama tout court. Pour en tout cas voir la partie bourse. Donc du coup je clique sur Boursorama tout court. Ensuite je vais aller dans bourse juste là. Ensuite je vais aller dans indice. Dans indice, qu'est-ce que je dis? Dans tracker et ETF, dans palmarès, juste là. J'attends que ça s'ouvre et ici du coup on va avoir quelques critères à choisir. Alors premièrement l'éligibilité. Alors nous on choisit PEA, à part si on a un PEA PME, mais ça ne concerne pas la majorité des personnes. PEA PME c'est un PEA où du coup c'est pas 150 000 euros de dépôt, mais il me semble que c'est 220 ou 225 000. Par contre c'est des petites et moyennes entreprises. Donc la majorité des personnes c'est PEA finalement que ça concerne le plus étant donné que ça permet d'investir de partout. Donc PEA. Ensuite, ici, on peut choisir l'univers, action, monétaire, obligation. Obligation, il y a quelque chose sur le PEA? Il ne doit pas y avoir grand-chose. On va regarder. Donc, imaginons que je clique sur obligation et qu'après, je descends. Là, on peut voir, voilà, il y en a uniquement un seul qui est affiché ici. Donc, c'est un ETF obligataire. Bon, pour le coup, nous, ça ne va pas nous intéresser. On va vraiment se mettre sur le marché action. Donc, je clique sur action. Ensuite, la devise, il n'y a pas besoin de choisir, elle va se mettre automatiquement en euros par rapport à l'éligibilité PEA. Ici, on peut choisir la thématique et la zone géographique. Donc ça, c'est à vous de voir si vraiment vous avez une thématique précise, une zone géographique précise. Si, imaginons, je souhaite investir sur les marchés américains, je vais aller sur Amérique du Nord. Voilà. Et là, si je descends, du coup, je vais avoir des ETF éligibles PEA Amérique du Nord. Donc ici, imaginons, je pourrais voir le Amundi ETF PEA S&P 500 euros. Ici, un Lixor PEA S&P 500 ETF, alors CAPI, donc ça c'est capitalisant, et dès qu'il y a marqué DIST, c'est distribuant. Alors il faut savoir que dans les deux cas, même s'il est distribuant sur PEA, il n'y aura pas d'impôt à payer parce que ça reste dans l'enveloppe fiscale. Après, si on souhaite vraiment optimiser au maximum et profiter des intérêts composés, ça sera plus intéressant quand même un capitalisant. Donc ici, on en a plusieurs. On aurait même le Nasdaq, qu'on peut voir ici. Donc si on prend un exemple, imaginons, on va cliquer sur le Nasdaq 100. Alors du coup, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet. Il va s'ouvrir juste là. Alors là, on arrive sur une interface où on va voir plusieurs infos. Alors premièrement, ici, on a le nom de notre ETF. Ensuite, on a son prix actuel. Alors bien entendu, ça peut bouger toutes les minutes, voire même toutes les secondes. Et ici, on a un petit code. Alors ça, c'est le code ISIN qui est assez intéressant parce qu'en fait, quand on le renseigne sur le site de l'émetteur, alors l'émetteur, c'est l'entreprise qui a créé et qui gère cet ETF. Donc ici, c'est Amundi, l'émetteur. Et on peut avoir plus d'informations, notamment l'encours sous gestion. On peut avoir aussi le pourcentage de frais de l'ETF. Il faut savoir que les frais, de manière générale, de toute façon, sur les ETF, c'est pas à la fin du mois, ils nous demandent sur Boursorama, vous nous devez 30 centimes, 1 euro, 2 euros. Alors non, en fait, c'est directement prélevé de la performance. Donc on ne le voit pas directement, mais il faut essayer de privilégier au maximum des ETF qui vont avoir des frais assez faibles, disons au maximum 0,40, 0,45. Donc là, si je voudrais aller voir cet ETF, il a quoi en termes de frais? Si c'est pas affiché ici, alors il me semble pas que c'est affiché sur cette interface. Oh non, donc on va aller sur le site de l'émetteur. Je vais ouvrir un nouvel onglet. Je vais mettre ce code. Donc il est là, Amundi ETF, Nasdaq 100, UCIT ETF. Et là, on va avoir du coup beaucoup plus d'informations. Donc voilà, là c'est ouvert. On a une nouvelle fois le prix, donc 32,19 €. Ici, on a l'actif net. Alors l'actif net, c'est le montant total investi par la totalité des investisseurs dans ce fonds, dans cet ETF. Donc au total, il y a 90 millions. Dans mon cas personnel, j'investis jamais dans des ETF qui ont un encours sous gestion ou un actif net de moins de 100 millions. Et je préfère investir dans des ETF qui vont avoir le plus gros encours sous gestion. Ce plus gros encours sous gestion, ça signifie plus de liquidité. Au-delà de ça, ça permet aussi quelque chose d'assez intéressant. C'est que si un jour, finalement, un ETF n'est pas assez rentable pour une entreprise, imaginons Amundi, cet ETF, il ne gagne pas assez d'argent parce que les frais qu'ils prennent,
On peut les voir ici, ils sont de 0,23%. Ils prennent du coup chaque année 0,23% de l'actif net, donc de 90 millions. Et bien entendu, après, si on a mis 100 euros, bah, du coup, sur 100 euros, ils prennent 23 centimes par an. Donc voilà, c'est à peu près comme ça. Et si, imaginons, un jour, bah, ils estiment qu'il n'est plus du tout rentable, ils peuvent bien entendu l'arrêter. Alors, s'ils l'arrêtent, bah, bien entendu, les fonds sont remboursés aux utilisateurs. Mais c'est quand même embêtant parce qu'en fait, lorsqu'on l'a acheté, on a acheté avec une petite partie de frais de transaction sur notre courtier. Donc du coup, si on réinvestit cet argent dans un même ETF d'un autre émetteur ou même du même émetteur mais un autre ETF, ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on va avoir un frais d'achat. Donc c'est pour ça qu'il faut favoriser si possible déjà des gros émetteurs. Alors Amundi, c'est le plus gros émetteur européen, donc là c'est très très solide. Mais pour le coup, moi j'aime bien favoriser quand même quand il y a plus de 100 millions. Après des fois c'est pas forcément possible sur certains ETF. Donc voilà par rapport à ça. Alors ici on a les frais courants, 0,23%. Donc là pour le coup c'est vachement raisonnable. L'encours sous gestion, on est proche des 100 millions, donc ça va. On est en devise euro. Ensuite, si je descends ici un petit peu, alors on va avoir quelques informations. Ici on a ce taux. Normalement on va avoir la performance juste là de cet ETF. Alors là ce qu'il faut prendre en considération, c'est qu'on a deux éléments. En orange on a l'ETF. Et ici, on a l'indice de référence. Alors, l'indice de référence est en bleu. Donc, l'ETF est censé suivre l'indice de référence. Donc là, on peut voir qu'il même, on dirait, surperforme légèrement à peu près. Et qu'il a été créé, pour le coup, celui-ci, en 2019 chez Amundi. Donc, on peut voir à peu près sa performance. Donc, il suit exactement le Nasdaq. Hein. Mais après, si ça sera un ETF S&P 500, bah, ça suit exactement le S&P 500. Donc, voilà par rapport à ça. Après, on peut aller même sur les informations sur l'indice juste là. Alors on a quelques infos ici. Alors là c'est du coup l'indice de référence suivi, donc c'est le Nasdaq 100. Ensuite, imaginons, on va prendre un exemple. Alors je vais le fermer. Comme ça maintenant on a vu comment aller voir s'il est GPEA et comment aller voir l'encours sous gestion, le frais de gestion. Donc si possible, frais de gestion le plus faible possible, encours sous gestion le plus élevé possible. Maintenant, on va prendre, imaginons, Alors, on va essayer d'en prendre... Tiens, on va pas partir en Amérique du Nord. Pour l'exemple, on va aller sur un autre endroit. Imaginons... Allez, partons sur l'Europe de l'Est. Alors non, on va partir sur un ETF CAC 40, parce qu'on est en France. Donc allez, on s'achète un ETF CAC 40. Donc pour ça, je vais me mettre sur la France, juste là. Là, je vais descendre, j'attends un petit peu que ça charge, je vais descendre un peu plus bas. Donc on a les différents ETF qui sont disponibles ici. Donc on a l'Ixor CAC 40 distribuant. Alors moi je ne souhaite pas avoir un ETF distribuant, je veux un ETF qui est capitalisant. Donc capitalisant, celui-ci, ça a l'air d'en être un. Donc je vais l'ouvrir, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça sur le Nasdaq on va pouvoir fermer, on n'en a plus besoin. Alors, est-ce qu'on est bien sur un ETF qui est capitalisant, éligible PEA, on peut le voir ici, UCITS ETF. Ouais, alors celui-ci, il me semble qu'il est capitalisant. Et ensuite, alors ici, on a les ordres d'achat. Donc, c'est le carnet d'ordre avec en vert les ordres d'achat, en rouge les ordres de vente. Et ce qui va se passer ici, c'est qu'on va avoir aussi la performance, si on le souhaite. Hein. Là, je me mets sur 10 ans. On a la performance du CAC 40 depuis 2012 à peu près. Donc, on peut voir qu'en 2012, il était autour des 130 points. Et actuellement, il est autour des 299 points. Et si on souhaite l'acheter, du coup on clique sur acheter, il faut juste se connecter ici sur son compte Boursorama Bank. Ensuite je clique sur acheter. Alors là j'attends un petit peu que ça s'ouvre. Alors voilà, c'est ouvert. Alors ici on a les espèces disponibles. Alors je pense sur mon PEA, on a un compte espèces et on a l'argent investi sur le PEA. Donc moi sur le PEA, sur le compte espèces, c'est-à-dire l'argent que je peux investir, il y a 106 euros. Cet ETF, il coûte 299 euros. Donc là, pour le coup, je suis bloqué. Je ne peux pas l'acheter parce que j'ai pas assez de fonds pour cet ETF. Donc c'est pas grave, on va en prendre un autre pour l'exemple. On va se mettre sur le BNP Paribas juste là. Alors du coup, il vient de s'ouvrir. On peut voir qu'il coûte 9,72 €, qu'il est bien éligible PEA. Ensuite, bien entendu, pareil, si on souhaite aller voir l'encours sous gestion, on peut le prendre juste là et aller le voir. Alors on va cliquer là et faire BNP Paribas. On regarde ça rapidement. Alors l'encours sous gestion de cet ETF est de... est-ce qu'on l'a là? De 164 millions et on peut voir que son frais de gestion est de 0,25. Donc là pour le coup je trouve ça plutôt intéressant. Donc je peux fermer cette page ici. Ensuite je clique sur acheter. Là j'ai le passage d'ordre
qui s'affiche. Donc je vais devoir choisir le nombre de parts que je souhaite acheter. Donc moi pour le coup je vais acheter 11 parts, imaginons, je pense que j'ai assez peut-être pour 11 parts, on va regarder. 11 parts, ce qui fait 107 €. Ensuite ici le type d'ordre, alors du coup on choisit le type d'ordre, on peut mettre un ordre limité. Là ça va faire en sorte que notre ordre va s'exécuter uniquement si il arrive au prix qu'on a indiqué. Donc imaginons ici je pourrais dire 9. Donc là pour le coup il est valide jusqu'au 24/06, c'est-à-dire que si au sein de cette journée, ce qui se passe, c'est que ici l'ETF passe à 9 €, bah pour le coup, ça va s'exécuter. Si ça passe pas à 9 €, bah mon ordre sera annulé, donc j'aurai pas non plus de frais d'achat. Donc pour le coup, moi je vais mettre un ordre au marché parce que je veux vraiment qu'il s'exécute à ce prix-là, parce qu'imaginons à ce prix-là, je trouve ça intéressant. Donc je clique sur au marché ex ATP. Ici, pareil, je peux mettre la validité, donc on peut mettre même une validité sur une année. Hein. Mais moi, je mets des durées de validité courtes, souvent dans la journée. Ensuite, du coup, 11, 107. Donc ensuite, valider. J'attends un petit peu. Ici, on peut voir que je vais en acheter 11. Donc je vais acheter du BNP Paribas EasyCap 40 juste là, avec ce code usine. On peut voir ici que si il s'exécute, bon là il va s'exécuter vu que c'est au marché, il me restera 9,60 € sur mon compte espèces. Et les frais que je vais avoir sont de 54 centimes pour les frais Boursorama. Et ici, on a les frais du gestionnaire qui sont automatiquement annuels. Donc là, pour le coup, en fait, je vais déjà payer les frais annuels qui seront de 0,33%. Donc je clique sur confirmer. Donc là, j'attends un tout petit peu. Votre ordre a été enregistré et transmis avec succès. Et là, on a le message, votre ordre d'achat a été totalement exécuté. Donc à partir de maintenant, bah, j'ai bien acheté finalement cet ETF qui était un ETF CAC 40 de chez BNP Paribas. Ensuite, du coup, si on souhaite vendre, alors il suffit de cliquer sur vendre, pareil. Donc là, je vais arriver sur une interface. Je peux voir que j'ai 11 titres. Donc pareil, je peux choisir le nombre de titres que je souhaite vendre. Donc imaginons, je vais dire que je veux en vendre un seul, juste là. 9,75 €. Alors moi, je vais lui dire pareil au marché, mais je pourrais dire, bah moi, je le revends en ordre limité à 11 €. Et dès qu'il passera à 11, il se revendra automatiquement. Pour l'exemple, je vais le revendre au prix indiqué, comme ça va se faire automatiquement. Voilà, vendre 1, valider. Donc là, je vais attendre un petit peu. Je peux voir que je vais en vendre un au marché, donc à 9,74 € à peu près, donc c'est un montant estimé. Les frais payés au passage de l'ordre seront de 5 centimes. Donc je clique sur confirmer. J'attends un petit peu. Et là, on va avoir un petit message. Votre ordre de vente sur BNP CAC 40 ECG était totalement exécuté. Donc là, j'ai bien vendu mon ordre. Mais je reste dans l'enveloppe PEA. Donc malgré le fait que j'ai vendu, même s'il y aurait une plus-value, là, il n'y a pas eu de plus-value du tout. Mais s'il y aurait une plus-value, bah pour le coup, ça n'aurait rien changé. J'aurais pas eu d'impôts ou de prélèvements sociaux directement tant que je suis dans l'enveloppe PEA. Donc voilà par rapport à l'achat et à la vente d'ETF, mais ça se passe exactement de la même manière pour les actions sur Boursorama. Donc j'espère que les amis, ce guide complet de A à Z sur le PEA vous a permis d'y voir un petit peu plus clair et de voir un petit peu tout ce qu'on peut faire avec un PEA. Mais c'est un outil qui réellement est très intéressant pour les personnes qui résident en France. Et donc du coup, franchement, il ne faut pas négliger ce type d'outil qui peut permettre de réduire ses impôts parce qu'on n'aura pas d'impôts au bout de 5 ans. Et surtout pour les personnes qui ont un niveau d'impôt assez élevé, une tranche assez élevée, là c'est beaucoup plus avantageux. Parce qu'une personne qui n'est pas imposée, bah, au final, pour elle, ça ne changera pas grand-chose au bout de 5 ans, elle ne sera toujours pas imposée là-dessus sur ses bénéfices. Mais si on est imposé de manière très très élevée, ça peut être vachement bien. Donc j'espère que ça vous a plu les amis, je vous dis à très bientôt. Pour ceux qui souhaitent ouvrir un PEA chez Boursorama, comme je vous ai dit, je vous mettrai mon lien en description pour recevoir 80 € offerts à l'ouverture du compte Boursorama pour qu'après vous puissiez ouvrir un compte PEA gratuitement. Je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et ciao!